Voilà, mes chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Fidèles à notre émission, que sont-ils devenus? Là encore, nous allons aborder un personnage vraiment très important dans la culture, dans l'ambiance même des Antilles, dans la musique également. Donc, que ce soit un homme, une femme, ce sont des personnalités que vous devrez connaître un peu plus. Et aujourd'hui, nous avons choisi justement, comme on dit, un potomitan, quoi, un personnage. Vous allez découvrir cette dame, puisque c'est une dame, avec tous les petits détails depuis son enfance, etc. Je vais saluer sans plus tarder Madame Joby Valente. Bonsoir Joby, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour toute la compagnie. Voilà. Et j'ai pour habitude de dire, mais c'est dame, bonjour. Et puis si on pense au passé, elle dit bonjour cher, bonjour. Alors qu'est-ce que tu penses de l'idée en elle-même? Mettre en honneur, mettre en lumière des gens qui ont marqué la culture antillaise, etc. Eh ben, je pense que c'est la moindre des choses à faire. Parce qu'il y a fait tout pas tout. Et puis il y aura fait des lélos morts, il y aura attendu morts. Il y aura attendu morts pour faire. Exactement. Et moi, là, je dis que pas attendre moi pour faire rien, parce que les personnes font rien, les moins morts. Voilà. Ah bon, l'homme, ça ne met toi dans... Non, m'a pas dit ça. Mais fais avant moi mort. Et comme ça, on peut faire après moi mort. Mais si on pas te faire avant moi mort, on va venir redire puis on l'a Joby Valente dans toute sa splendeur. Tenez-vous bien, hein, parce que là, nous allons voyager. Alors, merci à toi d'y avoir pensé. Merci à Mano d'y avoir pensé. TV, parce que heureusement que Zouk TV est là. Voilà. Merci Joby. Alors là, on va partir de très 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 loin avec une commune qui m'est chère, n'oublie pas que je suis de Saint-Pierre. Tes origines, ton enfance en gros. Tu as vu qui commune là, on sortit quoi. Là, en fait, la nombril coupé. Il y a le monde qui savent à présent, là, moi sorti. En fait, si moun ici pas savent, à l'étranger, moun savent. Tout partout m'a passé. Tout interview m'a dit, qu'il y en Afrique, qu'il y en Amérique, tout partout. Je suis né dans la plus belle petite commune de la Martinique qui s'appelle Font-Saint-Denis, qui est fleurie. Et puis, je vais tout le détail. Hein. Lorsqu'on est à l'école, par exemple, de Font-Saint-Denis, on voit la mer, on voit Saint-Pierre-Carbet, on voit les pitons du Carbet. Je vais détailler tout là. Ouais. Ah non, je rêve. D'ailleurs, pendant longtemps, pendant des années à l'étranger, tous mes rêves se passaient à Font-Saint-Denis. J'ai jamais compris. Voilà, donc Font-Saint-Denis, vous avez pensé que Joby tout de suite, elle est patriote fondamentale, comme on va dire, fondocteur, là. Justement, Font-Saint-Denis, petite commune, tu l'as précisé, mais il y a des familles, comme la famille Dersion, comme les... Par exemple, j'ai eu l'occasion de jouer avec Garcin Chantalou, qui était... Alors, moi, les familles là, Dersion, Chantalou, c'est même bagaille là, quoi. Oui, c'est ça. Ma mère, c'est une demoiselle Chantalou. Oui. Et mon père, c'est un monsieur Dersion. Papa, jeune maman, et puis il portait nom d'eux. Et puis c'est tout. Et papa est originaire du Bord-le-Vert. Ouais. Et puis la famille Chantalou, c'est Font-Saint-Denis. Mais ma grand-mère, c'est Carbet. Mais c'est genre la côte Caraïbe, en tout cas. Ouais. Et puis c'est tout, oui. Alors, quand on pense aux artistes qui portent le nom d'Dersion, dans les Vikings, nous tenions des Dersion, Sonia Dersion, est-ce que c'est en bas qu'à caractériser les Dersion? Ah, Mani, l'idée, ça va oui. Dersion et Chantalou. Et Chantalou, ouais. Parce que pendant longtemps, vous savez, les parents, pas qu'à raconter les enfants les affaires de grand monde. Si bien que pendant longtemps, je n'ai pas su que mon grand-père était maître tambouiller de la Sauteille, tout ça. Gérard Chantalou. Oui. C'est mon grand-père. Ah bon, c'est ton grand-père. Voilà. Donc, enfant, je voyais chez mes grands-parents déjà des flûtes en bambou sur le mur. Enfin, c'est pas c'était la cloison. La cloison à bois. Ils faisaient des maisons à bois. Je voyais des flûtes. Et puis, souvent, mon oncle, d'ailleurs, Garcin Chantalou, qui n'était pas encore saxophoniste, il prenait des fleurs de Giraumont, le pistil. Flûte bambou, non, flûte papaye. Voilà. Toutoune. Voilà. Oui. T'es qu'à faire petit trou, et puis t'es qu'à jouer. Voilà. Et puis même petit flégeon là, il était qu'à prendre un petit fléau. Fléau, pistil, fléau, et puis t'es qu'à jouer dedans. Ah bon. C'est marrant. Donc, j'ai eu du côté maternel un oncle batteur qui s'appelle tonton, oui, il m'a depuis longtemps, il était en Guyane, Fidélin. Ouais. Fidélin Chantalou.
Et puis, il y a eu... Les saxophonistes. Le saxophoniste clarinettiste, Garçon Chantalou, qui a joué dans je ne sais plus comment ça s'appelait. Il a joué Caribes, il a joué avec... oui, et des noms... Blue Star, avec Léon Saint-Rose. Voilà, donc, voilà. Et puis, de mon côté, il y avait mon père, qui était aussi saxophoniste. Ah bon, ton papa était saxophoniste, donc c'était direct, quoi. Voilà. Filiation directe. Filiation directe. Alors, papa saxophoniste, grand-papa maternel tambouillé, maître tambouillé, ce qui fait qu'on a été élevé dans cet univers musical. Voilà. Ouais. Et même ceux, comme par exemple Sonia, qui est née ici, mais qui a grandi en Bretagne, elle a gardé cette chose-là. Elle était dernièrement, elle était chez moi parce qu'elle revenait de la Côte d'Ivoire. Elle va souvent aller en Côte d'Ivoire. En tout. Alors, justement, tu as un détail qui m'a interpellé. Vous parlez, moi, d'Yancaire, les cloisons. Donc, la famille, c'est une famille modeste, une famille humble, ou alors, vous obtenez grandes affaires, comme on dit? Non, une famille très modeste. Ma mère était couturière, mon père était cultivateur et boucher. Ah et bon? ma mère avait une épicerie, oui. Ouais. Voilà. Au bout de Font-Saint-Denis? À Font-Saint-Denis, à l'autre bord. Ah. Donc à côté du bourg. Oui. Donc on connaît toutes les jeunes, toutes les familles de Font-Saint-Denis, les Labeaux, mais oui, tous ces mondes-là. absolument. Et puis les pastous qui sont des parents. Les pastous sont des parents, les engarnis sont des parents. Ah non, les pommiers sont des parents. Les honiers, voilà. Alors, total, ou qu'à parler en famille, assez nombreuses. Combien de frères et sœurs, combien de autres en Kaila? Tu parles de moi, toi-même. Alors, j'ai eu 3 frères et une sœur. Ouais. Et ma mère a élevé un neveu et une nièce qui sont aussi mes frères et sœurs. Il y a eu Léon Chantalou et il y a eu Paulette Chantalou. Léon, Léon qui est parti il n'y a pas longtemps, qui a été l'époux de notre sœur qui était ex-présidente du marché, qui est partie aussi dernièrement, il n'y a pas longtemps. Donc, famille modeste, humble, et souvent, après, comme on tellement voyagé, mais jusqu'à maintenant, ce qu'on a considéré qu'on joue la campagne, qu'on s'en moune garder. Parce que Font-Saint-Denis, que tu le veux ou non, on est en zone rurale, là. Mes parents ont tout fait parce que mon père a été parmi les premières personnes quand même à avoir eu une voiture à Font-Saint-Denis. Il y avait les Eugène, il y avait... voilà. Et puis, parler français. On va y arriver tout à l'heure. Nous avons été parmi les rares enfants à parler français. Donc les parents ont tout fait quand même pour nous élever, considérer, nous battre la... Mais nous-mêmes, nous pas rentrer dans ça. Ça fait... parler français, sortir... Non. Mais par exemple, vous parlez en tonton qui était de la Sotex, ça arrive au délai de descendre dans ces quartiers, à fond masqué, comme un petit jour, mais soit c'est bon là, ou quand on sait quand bon état. Évidemment, moi, j'ai un petit jour tous les temps. Un petit jour tous les temps. Petit jour, tout souvent, il a dit, moi, aujourd'hui, vous savez, quand on est en studio, là, venez leur lait. Ah, si, absolument. Non, je n'ai pas... je suis restée très, très, très terre. Roots, absolument. La terre est importante pour moi. Et Sonia, ma nièce, pareil, elle vit en Angleterre, mais elle ne vit pas à Londres. Elle vit dans une campagne où il y a des biches, des chevaux, des machins. La nature, quoi. La nature. Voilà. Alors, naturel, hein, il est bien chanté, naturel. Ah oui, justement, voilà. Alors, dans ce genre de famille, à la rurale, comme on dit, il y a quand même un élément très important, c'est la notion des valeurs. Lorsqu'on va dans ces familles, c'est respect, honnêteté. Est-ce que tu es fier de cette éducation qu'on t'a inculquée? Absolument. Non seulement je suis fier de cette éducation, mais il y a une chose que mon père m'a apprise et ça m'a servi toute ma vie. Moi, quand je songeais un jour, gendarme Devigny, parce qu'à l'époque, quand on levait des impôts, c'était des gendarmes qui venaient à cheval pour pouvoir voir les biens que vous avez, qu'est-ce qu'on peut saisir. Expertiser, qui ça nous peut prendre, etc. Voilà, c'était les gendarmes qui faisaient ça. Alors les gendarmes arrivent et regardent, et mes parents ne sont pas là. Donc ils regardent, et puis ils voient, ils notent ce qu'il y a, et laissent le papier. Et mon père arrive. Il me dit, c'est quoi ça? Alors je lui dis, les gendarmes sont venus. Il me dit où ils étaient. Ben je dis, ils sont rentrés.
Et ils se sont assis là. Et oui. Il m'a dit pas quitter ça arrivé encore. Là, c'est vagabond, il ici a dit, maman, et papa, on parle là, les autres pas qu'à rentrer. Donc rigueur totale, etc. Donc, ça m'a enlevé tout complexe avec ces gens-là. Quand un monde était capable, la popo, ouais. Papa, moi, dit qu'ils c'est des vagabonds, ouais, maman. Alors, mais tes rêves, bon, ça c'est des souvenirs d'enfance, oui, etc. Oui, absolument. Mais où tenez des rêves de jeunesse, bah, ça monte les semblants en grande actrice, en grand chant. Est-ce qu'on tenait déjà en vision à long terme? On dit ça, on qu'elle les diviner. Absolument pas. Ah bon? Ouais. Absolument pas. Un grand sportif, un grand bagaille. Voilà, ouais. Non. Tout ce que... Et même jusqu'ici, hein, les ambitions de grand, j'ai jamais eu ça. Mais j'ai toujours été un peu révoltée de certaines choses. Par exemple, une chose qui m'a marquée quand j'étais enfant, c'est à l'entrée de l'église, puisque tu connais Font-Saint-Denis, oui, il y a un Saint-Michel qui pique un noir. Et ça m'a frappé depuis enfant. Comment on peut me dire, c'est le démon là? Il est noir? Ouais, le diable est noir. Et voilà. Et je dis que mon papa et ma maman nous ont toujours appris que lorsque nous mangeons, il faut penser, laisser pour quelqu'un. Il y a une assiette en plus. Une assiette en plus. Il faut toujours laisser. Ils disent qu'on a des cochons, on élève des cochons, vous allez donner aux cochons, aux poules, mais il faut qu'il y ait de quoi manger pour un étranger qui a faim et qui passe. Un voyageur. Bon. Des gens arrivent, ils ne savent pas où dormir. Ils arrivent, ils hébergent un étranger comme ça, une nuit, 2 nuits, c'est le faux, mais il faut toujours. J'ai dit, mais le diable, c'est ça? J'ai dit, non, mais pas diable. Et ça, je crois que c'est ce qui m'a donné ce sentiment de ne pas accepter l'injustice, de ne pas accepter le mensonge, comment dire, je dirais, non, mais le idéologique. Le mensonge idéologique. Le mensonge idéologique. Il est inculqué, je suis désolé, par la colonisation. N'oublie pas que ils étaient destinés à porter la religion aux sauvages. Voilà. Donc, c'est des sauvages. Voilà. C'est eux qui ont été formés à bord. Oui, des sauvages qui paninam. Ouais. Parce que c'est un pape qui a signé une bulle pour mettre l'esclavage, pour réduire l'homme noir en esclavage. C'est un pape. Ouais. À l'état de meuble, hein, nous ne sommes pas personne. Nicolas V. Donc, ça, je n'ai jamais pu accepter ça. Mais tu sais que j'ai une copine qui me racontait que son père, il y avait quand le prêtre lui battait sur les doigts, il l'obligeait à dire, pendant qu'il prenait des coups, bénis celui qui me frappe. Seigneur, bénis les mains qui me frappent. Ah, ça c'est grave ça. Non, mais j'ai connu en fait dans mon expérience personnelle, j'ai eu des choses aussi vraiment. Alors, ton adolescence, quoi, tes classes primaires, tu les as faites où? À Font-Saint-Denis. Est-ce que tu as eu l'accès au secondaire et comment ça s'est passé? Est-ce qu'on descend en ville? Est-ce que tu découvres la grande ville? Absolument. Parce qu'à l'époque, on avait le cours complémentaire à Saint-Pierre, mais si on voulait aller jusqu'au bac, c'était le lycée à Fort-de-France. Donc, je suis allée, et il y avait l'examen d'entrée en 6e. Oui. Et des fois, tu pouvais être un bon élève et pourquoi échouer à l'examen d'entrée en 6e. Oui, mais il y a une formule à un certain moment, on va passer sans examen. Tu as entendu ça? Après, c'est le Mais à mon époque, il y avait l'examen d'entrée en 6e. Comme par hasard, au bon forme ou échouer, boum, mais voilà. Recalé. D'ailleurs, on m'a pas passé certificat d'études, on m'a dit certificat d'études, c'est l'examen d'entrée en 6e. Oui. Voilà. Donc tu vas. Et puis, alors, une fois passé l'examen d'entrée en 6e, eh bien, on est obligé de me mettre en pension à Fort-de-France. Ouais. Donc, j'ai été mise en pension à Fort-de-France. J'ai habité à l'Ermitage, à Terre-Saint-Ville, au Pont-de-Chêne, parce que il suffisait que je sois dans un endroit où ça n'allait pas. Je cherchais un autre endroit, et puis je disais à mes parents, je ne suis pas bien là, mais j'ai déjà trouvé une autre poste. Ou t'es qu'à anticiper. Alors justement, cette partie-là, la partie adolescence, alors tu m'as dit que tu étais scolarisé où exactement? Dans un collège de Fort-de-France, dans un lycée de Fort-de-France? Dans un CEG de Fort-de-France? Non. Lycée. Parce qu'il y avait le lycée de jeunes filles qui est devenu le tribunal
Donc, d'abord, ça s'appelait pensionnat colonial avant. Oui. Et c'est devenu lycée de jeunes filles en face de la statue Schellcher du tribunal. Oui. Voilà. Là où il y a une soignance. Nous, on appelle ça RSO. l'annexe. C'est-à-dire, après, quand ils étaient au lycée Schellcher, il y a des élèves qui entraient à l'annexe et qui ensuite venaient au lycée. Non, parce que à mon époque, ceux qui allaient au lycée Schellcher, c'était ceux qui faisaient sciences expérimentales. Ah, ouais, c'est une autre démarche. Ouais. Voilà. Ceux qui avaient réussi au bac et qui avaient choisi sciences expérimentales. Donc, moi. Tu étais au lycée de jeunes filles, en fait? J'étais au lycée de jeunes filles. Et le souvenir extraordinaire que j'ai du lycée de jeunes filles, c'est qu'il y avait un manguier au milieu, dans la cour. De la cour du lycée. Voilà, là, un gros pied mango vert. Et ça m'a fait beaucoup de mal qu'on ait coupé ce manguier-là, tu vois, parce que c'était vraiment plus que centenaire. Mais rassure-moi, pas de cas, vous achetez ces mangos, non? Non, ou de cas, monter en pied mango? Non, nous, là, quand même, au lycée, tu vois, dans la cour de récréation. Parce que c'était la cour de récréation. Et tout le monde était là, waouh! Donc, nous étions veillés, mango a tombé. Et depuis la récréation, premier qui. Cousse mango! Vous c'est mango! Ton adolescence. Voilà. Alors là, oui. Et un autre souvenir. Ah non, il faut que je Du dise lycée de ça. jeunes filles, oui. Du lycée de jeunes filles. C'est qu'au résultat du bac, même si on n'était pas au bac, on allait pour le résultat parce qu'il y avait le spectacle. Ouais. Et pendant que nous étions là, il y avait les jeunes du lycée Schellcher qui venaient. Et chaque professeur avait son petit nom, son petit prénom qu'on lui avait donné, et puis on connaissait un peu de sa vie. Ouais. Alors, depuis le professeur a été pointé, tête clé pour garder sa capacité en l'arrière, enchanté en l'air, et puis. Même ce qui fait qu'ils étaient tenus en laisse pendant l'année scolaire, parce qu'ils étaient raides aussi, hein. Je ne sais pas si tu réalises des fois, il y en avait qui. Et ils étaient tenus en laisse à cause de ça, parce qu'ils disaient oui, et puis vous allez dire à la fin de l'année scolaire que nous sommes ci, nous sommes. Et puis tu avais les petits, ou pas les petits noms, justement, par exemple, on va pas citer les noms, mais même les surveillants, la surveillante générale avait son nom, son petit nom, ouais. Pas nommé nom familier. Non, jamais de la vie. Moi, on est en des cas crier ravette. Il était qu'à seulement ravette ou bien il était qu'à fou, il était qu'on ravette. C'était méchant. Non, mais quoi, justement, ça va retourner à la discrimination. Et c'est nous-mêmes, les gars, qui avons fait la fête et puis les gars. Nous-mêmes, oui. Et ben oui. Non, tenir des cas, hein. Tenir un professeur. Et puis, presque tous nos professeurs, et ceux qui n'existent plus maintenant, étaient d'origine martiniquaise. Pas tenir métropolitain qui a fait l'école. Des fois, il y a un rat qui a venu, mais ce sont des gens qui. Parce qu'ils font leur service militaire, des choses comme ça. Ouais. Voilà, des VAT. Et j'avais une comme ça, une seule, qui était professeure de physique-chimie. Alors, lui, il tenait un... Il tenait un démangeaison. Gratel, maintenant. Non, c'était trop méchant. Alors, vous savez, les pas bien, tout quoi, ni ça aussi. Alors, justement, période de scolarité, t'as là où jeune fille ou quoi découvert quoi bagaille comme ça, est-ce que des amitiés, tu as des amitiés qui se sont liées, qui se sont établies et qui perdurent là, même à travers le temps quoi. Qui perdurent à travers le temps, on ne se voit pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Il y a quand même quelques personnes que j'ai pu voir après et qui sont restées. Il y a eu par exemple André. Il y a eu Louis-Lo. Oui. Voilà. Donc tu découvres les valeurs de l'amitié, mais par la même occasion, parce qu'on sent un monde qui est sensibilité, est-ce que tu étais sensible aussi aux trahisons? Là, on comprend mon bien et puis bap, il a foutu un coup de fer, clac. Ça t'est arrivé peut-être après? Non, parce que je suis une personne blasée. Blasé, c'est-à-dire en gros, le terme s'en foutait ou pas s'en foutait, non, blasé. Je m'en s'en foutais de ça, je t'ai dit, moi. Ma patte, je raide, hein. Tu sais, quand j'étais à l'école primaire, je me battais tout le temps. Parce que comme je parlais français, mais oui, parce que je ne parlais français, puis les autres parlaient créole. Et puis, je t'ai dit, moi, et puis français, là, je me foutais. Depuis, on a dit, je me foutais. On a plongé. Jean d'ordre. À l'école primaire, heureusement. Tu as un petit garçon, toute qualité? Toute qualité. Et je défendais mes petits frères.
Ah bon? Oui, puisque j'étais l'aîné. Pas battu, bah, Il non. n'y avait pas combat pour moi, pas combat pour petit frère moi. Et là, mon père venait surveiller, je regardais petit frère moi, regarder. Et puis, il dit, mon papa est là-bas à la croix, par exemple. Et puis, l'école a volé, l'église là, et papa est à la croix. Je vais avant, je vais écouter l'abri. Mais côté familial, il n'y a pas de moi. Est-ce qu'on prend couleur de petit? Ah oui, mais qui monde qui va prendre coup? À mon point. Ouais. Et par moment, parce que comme j'étais un petit peu tête brûlée, par moment, je savais que j'allais prendre. Mais comme je savais que je n'avais pas tort, je fait quand même, je ne prends pas moins. Et pourquoi peut-être tu as papa, oui? Non, je ne pas fait ça. Pas Et puis des fois même, Oui. en fois, je m'attrape en bord et petit frère moi, parce qu'il faut il battait bien, papa baille coup. Ouais. Et puis maman m'était papa, non, donne-moi le reste. Généreuse, voilà. Donne-moi le... Ah oui, les parents ont toujours cru que je deviendrais avocate. Qu'à défendre mon nom là, pour moi. Voilà. J'ai fait ça pendant... La veuve et l'orphelin, on m'a dit, oui, Oui, j'ai ça. J'ai cette chose-là qui est de... Alors, et d'être généreuse avec les gens, défendre quoi. voilà. La jeune fille grandit, comme elle est toute secondaire au au lycée de jeunes filles, etc. L'image que tu as toujours voulu te donner, l'image d'un sportif, d'un monde autoritaire, est-ce que tu étais élégante, est-ce que tu étais... Parce qu'on a vu une jeune fille là, mon cagado là. Ouais. Non, l'image que j'avais, c'est que j'avais 3 frères quand même. Que j'ai eu une sœur très tard. Mais j'avais 3 frères. Oui. Donc j'étais tout le temps avec des garçons. Ah, mais t'es garçonnière ou t'es cagoumé? Oui, j'étais garçonnière, je grimpais aux arbres, moi, toutes les jambes moins plichées, puis je montais pieds morgaux. Tu vois, c'était... Et puis mes parents ne m'ont pas tellement laissé jouer parce que c'était camarades moi, qui n'ont pas les créoles qui jouer, donc c'est pas tes... Ouais. Pas fréquenté, mauvaise fréquentation. Voilà. Donc, je me prends aussi pour ça, parce que j'ai toujours eu cette chose d'être franche et la justice. Je disais carrément à mes parents, mais vous me dites, mais toujours la politesse, parce que tu n'avais pas intérêt à être impoli avec les parents. Hein. Ah, ouais. Vous savez ça. Mais bien sûr. Vous savez ça. Vous ne pas dire n'importe qui ça. Et je disais toujours aux parents, mais vous voulez que je vous dise que je ne vais pas fréquenter cette personne? Mais quand je vais arriver derrière là, un petit peu plus loin, dans le virage là-bas, je ne pouvais pas ne pas lui parler. Ah, mais oui. Hein. Alors, les parents, on est en Mali, on met en chivie, les en chivie, on met en clou. Je ne disais pas. Mais en réalité, ma mère était très sévère, mais mon père ne battait pas tellement. Il parlait beaucoup, mais ma mère était sévère. Hein. Ouais. Avant, il parlait. Qu'à parler en seule fois. Puis en cours, à tomber en l'air. Et puis ça signifie qu'il était averti et puis ou pas tant ça, il était dit là. Donc, quand il vous sent jeune fille, effectivement, bah, moi, tout c'est baïta. Mais, non, pas les dire. Est-ce que tu as eu un premier coup de foudre? À quel âge? Un coup de foudre, en garçon, et puis clac. Je ne connais pas ça. Tu n'as jamais connu ça? C'est quand même extraordinaire. Et pourtant, tu es déjà en ville ou tu es déjà dans... J'avais que des camarades garçons. Et tu n'as jamais eu, comment dire, des camarades le frémissement. Garçons. Donc, toujours ensemble, en train de jouer, en train de marcher ensemble. Même quand j'étais à l'école primaire, j'avais 2 camarades garçons. Il y en avait un qui m'attendait et puis l'autre, on allait rejoindre l'autre à Bizic, en bas de la mairie, et puis on montait à l'école ensemble. Et tu te protégeais, tu étais là et pour, enfin, c'était... Oui, c'était pour moi, donc, c'était l'amitié, la fraternité avec les garçons. On va parler également du côté musique. On va entrer dans tes... Ouais. Est-ce que tu as, par exemple, participé à des concours de chansons dans les fêtes populaires, dans les fêtes patronales? Non, tu n'as pas connu ça. Non. Est-ce que tu as fait du théâtre lorsque tu étais jeune? C'est net, regardez ça. Oui, c'est net. J'ai fait ça. Et puis, quand j'étais au lycée, mes camarades me disaient... J'étais toujours première en musique, ça c'est clair. Nous étions 2 comme ça. Et mes camarades me disaient que je chantais bien. Donc, quand on allait à des Clieux, en sport ou en plein air, physique, oui. Il y a des gars qui dis-moi chanter. Dans la route, vous êtes cassé. Oui. Non, nous, des Clieux, là. Voilà, et puis nous là, nous avons chanté. Puis il y en avait une autre aussi,
elle s'appelle Liliane. Oui, le prénom. Oui, Bah, ouais. Liliane. Elle est aussi, elle aimait chanter. Voilà. Ouais, alors on va entrer dans un domaine quand même qui doit apparemment te toucher beaucoup. Est-ce que tu es croyante? Absolument. Là, on est dans un domaine le spirituel. Quand tu me dis croyante pratique, quand tu es dans le tout, tu fais la communion, tu fais tout le bail. Non, quand j'étais petite, je n'allais... Parce que ma mère lisait la Bible en cachette parce que c'était interdit de lire la Bible. Donc, quand elle s'est mariée, on lui a demandé si elle avait une Bible. Parce que c'était grand dos, hein. On y a un bébé, il était communion. Ma mère a menti, bien sûr. Pas dit Bible. Oui. Mais en lisant la Bible, elle s'était toujours demandé, mais pourquoi ils parlent nous la Bible là et pourtant ils pas parler de ça qui est écrit en Bible là. C'est qu'il y a quelque chose à cacher. Ah non, Donc, elle nous a appris à garder les distances. Par exemple, il pas comprendre pour qui on l'avait pas camaillé. Ouais. Tu vois, des questions comme ça qu'elle se posait. Et elle me disait, mais pourquoi me confesser? Pourquoi? Elle me Bah, disait, il va compter la Bible toute la vie. Bah. Voilà. Ouais. Donc, quand je suis allée, quand j'ai fait ma communion, parce qu'il fallait le faire. Donc, elle nous a expliqué ce que c'était. Mais elle nous a dit, bon, vous ne pouvez pas même obligé de faire des, si vous voulez. Bon, mais elle a fait, c'est l'occasion de faire une fête. La communion solennelle, parce qu'il y a des solennelles là, et puis vous pouvez. Voilà, solennelle. Et quand on allait, j'ai essayé d'aller en Enfant de Marie, parce que c'est une occasion de sortir. Mais oui. Ou pas faire un coup de scout aussi, là, depuis, non? J'ai été scout. Mais c'est dans le même ordre de valeur, oui. Ah, mais ça m'a beaucoup... Alors, ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais même cheptaine de Jeannette. Assise ici. L'ordre, L'ordre, le sport, dormir sous les tentes, monter les tentes, etc. D'ailleurs, j'ai une histoire qui m'a marquée. Nous étions partis camper sur un terrain et j'avais une salade que je n'avais pas mangée et j'ai jeté cette salade sur le terrain. Ça, la mon chef là est passé et elle a ramassé la salade et elle a dit à qui ça appartenait. Alors on lui a dit que c'était à moi, convoqué au siège. Et puis dis-moi, cette salade-là, elle vient d'où? Je lui dis, c'est ma mère qui l'a achetée. Dis-moi d'abord, quel est le... Maman a songé, la loi telle... m'a dit, la guide aime son travail et respecte celui des autres. Parce que, oui, tu as un pacte, hein, on est en de charte. Oui, charte. Donc, la guide aime son travail et respecte celui des autres. Ah bon? Et pourtant, vous la connaissez, tu connais cette... Oui. Cette salade, qui te l'a donnée? J'ai dit, c'est ma mère. Elle a acheté cette salade. Et oui. Et tu as respecté le travail de ta mère. Et d'où venait cette salade? J'ai dit du marché. La personne qui a cultivé et qui a pris l'autobus pour venir sur le marché à Paris, à Fort-de-France, acheter cette salade, tu as respecté son travail. Celui qui a vendu les graines parce qu'il a travaillé, il a planté sa semence. Ça fait un travail pour avoir la semence. Tu as respecté son travail. Il m'a dit, oh là là. Alors, du coup, on a des petites bandelettes là qui représentent. C'est grande, quoi. Voilà, ils ont tiré ça pendant un certain temps. Dégradé, oui. Dégradé, oui. Non, mais ça t'a quand même formé parce que je vois que tu es assez sensible. Il fait toute trajectoire là et pour. Oui. Les provenances là. Absolument. À plusieurs étapes, vous faites la fête de ces mounons. Comme moitié quoi, vous travaillez ces mounons. Voilà. Et il y a deux choses comme ça qui m'ont marqué, c'est ça. Et puis, la guide pense d'abord aux autres. Avec ma nature généreuse, ça m'a coûté très cher pendant ma vie, parce que d'abord aux autres. Je découvert souvent Saint-Pierre pour moi, découvert Saint-Paul. Ouais. Et tu vois. Oui, et je me suis dépouillée pendant longtemps avant de comprendre que la vie, c'était pas tout à fait ça.
On avance un petit peu, donc tes débuts dans la vie, les premiers petits boulots. Est-ce que vous avez fait job en jardin? Parce que là, plus ou moins, tu me laisses comprendre que tes parents tenaient quand même à ce que toi, ils travaillent, pas besoin de faire des jobs pour gagner en monnaie, non? Non, parce que pour les parents, il fallait sortir de cette situation. Tout le monde, c'est pour venir fonctionner. La réussite, ouais. La réussite. Donc, prends un livre. Mais, quand j'étais en vacances, quand même, eh ben, il fait manger la pain, il cherchait charbon, oui, on faisait ces choses-là. Oui, mais ça, c'est des petits. Mais c'est pas vraiment des jobs? Non. Pour avoir tes premiers sous, tes premiers salaires? Non. Ouais. C'est les parents me donnaient un peu d'argent, je mettais de côté, et puis quand j'avais suffisamment d'argent pour acheter quelque chose, je leur demandais la permission d'acheter. Ouais. L'économie, quoi, tu as le sens de... Mais même si c'est l'argent moins, faut que moi te dise, maman, j'ai telle somme, j'ai économisé telle somme, j'ai vu telle chose qui me plaît, est-ce que je peux l'acheter? Tu demandes à avoir à chaque fois la permission. Ah oui, parce que... Tu ne prends pas d'initiative personnelle, pour le moment. Ils ne veulent pas. Ouais. Il n'est pas question de demander ça, à côté on prend l'argent. Comment on peut acheter depuis... Non, mais je pense que c'était bien. C'était bien parce que il faut qu'ils sachent d'où vient cet argent. Ouais, effectivement. Parce qu'avant, ses parents ont de capote en bain, là. Quoi, moi, on ça. Mais bien sûr. Ou pas qu'à faire rien qui pas ta noix dans la là. Ouais. Non. Je voyais, par exemple, j'avais une tante qui cousait aussi, qui vivait à Fort-de-France. Depuis, elle est allée vivre en Afrique. Elle a vécu 50 ans là-bas. Elle s'est mariée là-bas, au Cameroun. Et je me souviens qu'elle me faisait de belles petites robes. Alors je passais, je regardais, parce qu'au lycée, je pas songer, au lycée de jeunes filles, les filles étaient... Ah oui, c'est crime parce que tu as la ville qui rencontre la province, qu'on va dire à la campagne. C'est ça. Ah ouais. Tu négocies pour cette ligne, on va pas belle passer, nous passer. C'est ça. Donc, je passais dans les rues, là, je voyais un tissu qui me plaisait. Ma maman venait, quand maman venait, je lui disais, maman, tu sais, j'ai vu telle chose, tel tissu, j'ai économisé tant. Est-ce que je peux acheter? Elle dit, moi, oui. Alors, on a acheté tissu, moi, et puis ma tante, voilà. Est-ce que au fil de ton évolution, est-ce que tu as eu à un certain moment le sens du commerce? Là, on dit commerce, pas boutique, commerce, c'est-à-dire le sens du négoce, quoi. Ouais. Non, je ne suis pas une personne qui a le sens du commerce. C'est clair, hein? C'est terrible. Hein? C'est-à-dire que quand... il y a beaucoup de choses encore que je peux vendre, mais... J'ai un rapport très bizarre avec l'argent. Avec l'argent, ouais. J'ai toujours pensé que l'argent était une source du mal, quelque part. L'argent, c'est diable. Pas diable, enfin, avant c'était diable pour moi. Après, ça m'a pas dit ça, parce que l'entretemps, moi, j'ai dit l'argent, pardon. Hein. Ah oui, parce que c'est quand même une source d'énergie. C'est quand même de l'énergie, c'est vivant. Tu vas travailler pour avoir c'est un aboutissement. Voilà. Tu travailles pour bien la vie. Donc j'ai compris ça à force de recherche et m'a demandé l'argent. M'a dit pardon, je ne plaisante pas. Hein? Parce que l'argent facile, tu n'aimes pas ça. Par exemple, l'argent tombe en l'eau. Si tu veux voir pourquoi tu as mérité ça. Tout seul. Si tu tombé tout seul, va ni problème, c'est bon Dieu qui voyait pas. L'auto, n'importe qui ça. Si tombé tout seul, c'est bon Dieu qui voyait pas. Mais je ne crois pas. Quitter l'argent courir derrière, mais pas courir derrière l'argent. Ou pas qu'à jouer, par exemple. Non. L'auto, PMU. Non, ça me vient. Les mois joués, je m'ai oublié, j'ai résultat. Bizarre, hein? Voilà, nous avons ici qu'il y a à travers le monde à présent, donc sorti Font Saint-Denis, tu m'as depuis au point de la boucle, à descendre en ville, comme ça. Ça. Mais on voyageait, finalement, souvent en flashback. Tu as visité plusieurs pays, en gros, on peut dire nous. Oui. J'ai fait un continent sous les 18 pays d'Afrique, le Brésil, les États-Unis, et puis quelques pays d'Europe. Tu m'as parlé de l'Algérie tout à l'heure. J'ai enseigné 4 ans en Algérie. Ouais. Donc en profession, tu étais enseignante? Oui, ouais. J'étais enseignante. Depuis quel âge à peu près? 19... Après ton bac, quoi. Oui. Et puis après, j'ai repris des études après l'Algérie en France. Mais après mon bac, Voilà. Et puis après l'Algérie, j'ai beaucoup voyagé, mais je vais te dire, et c'est peut-être ce qui entretient ma foi, c'est que j'ai toujours eu l'impression d'avoir été portée. J'ai toujours eu l'impression d'avoir été instruite pendant mon sommeil
et portée. Je n'ai jamais prémédité quoi que ce soit. Je me suis toujours trouvée dans une situation. Tu avais une espèce de force motrice qui te guidait, quoi. Voilà. Je vais t'expliquer comment j'ai chanté. Ouais. Je quitte l'Algérie. J'écoute une chanteuse qui s'appelle Sarah Vaughan, qui avait une très belle voix. Un peu comme Ella Fitzgerald, mais une tessiture cantatrice, plus importante encore qu'elle a. Il dit, j'aimerais bien chanter comme elle. Mais je ne savais pas que j'avais une grande tessiture. Puis arrivé en France, je rencontre mon amie Liliane, qui est de classe. Et puis, nous avons renoué, et puis elle a un piano chez elle. Et je dis, tiens, mais moi j'aimerais bien jouer de la guitare. À Noël, on m'offre une guitare. J'avais un ami qui m'a offert une guitare. Je prends des cours comme ça, et puis je vais chez elle. Et puis tous les samedis, je vais jouer, nous allons vers la campagne, et puis je vais jouer guitare, nous allons chanter. Tu l'accompagnais, quoi, ouais. Mais non, nous allons tous les deux. Chanter bien, accompagner. Tous les deux, décoder un petit peu, mais nous ne pouvons pas plus chanter, nous ne pouvons pas plus. Oui. Et un jeune homme qui s'appelle Sifflet vient et dit, on y a une chanteuse, mais nous allons monter un orchestre étudiant. Et à l'époque, c'était pas salsa, on n'utilisait pas encore le terme salsa, mais voilà, charango, voilà. Et charanga, les gens. Charanga, et oui. Puis, il y a nous rendez-vous. On dit, mais nous n'est pas chanté. Et puis après, je dis, elle me dit, et si nous te fait en blague? Nous allons aller. Et puis, nous allons aller. Nous allons aller en répétition. Et puis, il y avait le chef d'orchestre, c'était un de moi, Paul Louis. Alors Serge vient, nous chercher, Serge c'était sa cousine. Nous allons aller, mais tout timoré, tout timide. Et puis, on traverse un magasin d'instruments de musique. Le propriétaire s'appelait Le Prêtre, c'était un batteur, André Le Prêtre. Mais il fallait traverser le magasin pour aller dans un studio derrière la boutique, tu vois, où les gars répétaient. Alors on traverse, et lorsque le chef il nous présente, Serge, et lorsque le chef d'orchestre se tourne vers nous pour dire qui est la chanteuse, l'autre là, moi, t'en répond, il a dit c'est elle, en parlant de moi. Ah, le désigner comme chanteuse, il faut donc chanter. Alors, tu ne lui en voulais pas parce qu'elle avait ça quand même, non? Tu te dis, qui ça qui arrive, moi, celle-là? Mais non, mais nous disent, nous, qu'on fait farce. Ma maman savait comment, hein? Donc, et j'étais plus réservée encore qu'elle. Alors, elle me dit... Le gars me dit, c'est vous la chanteuse? Ah oui. Et que chantez-vous? Un peu de tout. Et où avez-vous chanté? Un peu partout. Comment tu vois tout le bagaille, quoi? Mais non, mais papa, ça pouvait répondre. Et le gars a compris, en fait. Mais, là en bas, pour la rivière Bachaye, il a été inspiré, il m'a donné 2 chansons. Une de Ray Barreto et une autre de Johnny Pacheco. C'était Donde et El va y vender mi careta. El va y vender mi careta. Mais tu avais déjà l'accent hispanophone quand même, c'est beau, c'est beau d'abord. On apprend l'espagnol à l'école. Ouais. Mais l'espagnol là, regarde, dit ça, c'est pas même espagnol là. Alors, moi, passé tout en semaine, les soirs, quand essayé de relever parole, chercher un dictionnaire, bah, trouver, fait ça, moi, Et la semaine d'après, 1, 2, 3, 4 parties, bah, là, t'es Narflow. Moi-même, j'étais surprise. Et 1 mois après, on faisait notre premier gala à la mairie du 4e. C'est-à-dire que vous avez été intégré tout de suite, les Bouglao. Et la fille, ou pas parler du fille, là, ou parler du où? Mais non, mais la fille, elle est chanteuse aussi. C'était une chanteuse qu'on voulait. Ah bon, c'est un casting, C'était un casting. Elle est restée chez elle, et puis nous avons continué à me dire, mais moi, je suis... Et à partir du moment, parce que je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses pour les faire. Il faut que ce soit bien fait. Donc, quand j'ai compris... Tu es une perfectionniste. Voilà. Oui, je n'osais pas employer le mot. Oui. Donc, à partir du moment où j'ai compris que je pouvais chanter,
je me suis inscrite à une école, l'école de musique de l'Olympia. Je me suis inscrite au conservatoire aussi de musique. Et puis, entre-temps, il y a Luis Angel qui avait monté un trio qui, après, a fait appel à moi pour chanter parce que avec l'orchestre qui s'appelait Los Caraibes, on a fait un disque d'ailleurs, j'ai chanté un titre. Mais eux, c'était pas régulier. Ah. Donc avec Luis Angel, le trio Luis Angel, c'était tous les soirs. On faisait 2 spectacles par soirée dans les cabarets. Et là, en même temps, j'enseigne. Hein. Non, mais c'est ça, ce que je trouve fort, c'est que tu pratiques en même temps. En même temps, tu as l'école de musique et tu as des cours aussi en tant qu'enseignante, quoi. Ouais. Voilà. On pas t'as dormi, moi. Pas de dormi, je suis tombée malade. Déduction. Et il fallait faire un choix. L'autre dit, mais malade, sérieusement. Ah non, j'étais malade. Oui. Puisque je ne dormais pas. Et puis après en même temps, j'ai une crise d'appendicite. Absolument. Bon. Oui. Et puis, après, le patron de l'établissement. Parce que j'ai commencé par faire, au bout d'un moment, je faisais la sono d'un cabaret qui s'appelle La Canne à Sucre. Oui, je faisais la sono et je chantais. Et après, après, j'ai repris mon indépendance. C'est quelque chose. Après, j'ai pris mon indépendance. Je suis partie aux États-Unis faire une formation. Je suis revenue. Là, j'étais vraiment professionnelle. Ouais. Et je faisais 3-4 spectacles chaque soir dans des cabarets différents. Cite-moi quelques noms. À Paris même. Ouais. Alors, j'avais déjà... Je commençais par le Colibri, du côté de l'hôpital Saint-Antoine. Donc, Faubourg Saint-Antoine. Opéra Le Tamarin. Ouais, Le Tamarin, j'ai connu. À Montparnasse, La Canne à Sucre. Et rue Fontaine, La Cabane à Rythme. Parce qu'entre temps... c'est les meilleurs, enfin. Ah oui. Donc là, tu t'affirmes. Finalement, tu n'as pas encore risqué sur ton propre nom, jusqu'à maintenant. Ou alors, est-ce que tu avais déjà un premier disque qui était déjà... J'avais déjà enregistré avec Los Caraibes, un petit 45 tours. Mais quand je me suis mise à faire les cabarets, ça devient... Je suis en même temps à l'école de musique de l'Olympia. Ça devient, pour moi, une routine. C'est-à-dire que je fais la scène et je ne pense pas, ou je ne sais pas, que le CD, l'enregistrement, c'est une carte de visite. Ah ben oui. Voilà. Mais entre-temps, il y a eu quand même... Il y a plein de choses, et l'une ne suffirait pas. Oui. Mais le nom Joby Valente commence à sortir. Le nom Joby Valente commence à sortir. Et le nom Joby Valente est sorti pour l'Oscar, parce que c'était facile pour moi, puisque c'est mon prénom, c'est Joby. Et Valentine. Voilà, donc c'était facile. Et mes parents n'étaient pas trop d'accord que je chante. Je me suis dit, si je m'appelle Derson, on ne sait pas. Hein, parce qu'après... Quand je suis devenue professionnelle, qu'ils ont vu que c'était... Ça marche, quoi. Voilà. Mon père n'était pas contre, c'est ma mère. Bon. Mais au début, j'ai dit, on va pas aller faire famille la honte. Hein. Donc, j'ai pris mes 2 prénoms, Joby et Valentine, et j'ai fait Joby Valente. Mais justement, tes parents n'étaient pas d'accord, surtout à cause de la mentalité martiniquaise antillaise qui te dit que musique, c'est pas un travail, quoi. Ouais. Travail pas qu'à bon. Ouais. Voilà. Donc, c'était ça. Ouais. Mais Léona Gabriel, par exemple, il paraît qu'elle avait envoyé des disques à faire vendre à une parente. Oui. Il a serré ces disques-là, il a baillé l'argent. Non, mais c'est pour te montrer quand même... alors là, ça, tu avances, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu es artiste, chanteuse, tu te considères déjà comme une militante culturelle? Absolument. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est pour ça que je te dis qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Je te dis que je suis portée. C'est ça c'est clair. Je me retrouve à Paris à une période où Martin Luther King, là-bas aux États-Unis, marche. Pour l'émergence de mouvements, quoi. Voilà. Ouais. Parce qu'on va venir tout à l'heure. La marche est très importante. C'est pour ça que ce que fait l'équipe avec García Malsa, c'est extrêmement important. Marcher.
Alors, On est il y dans a les cette années période-là. 60 à peu près. Là. 68, 68, 60... oui. 65, non, 60. 65, oui. Ah, ouais. Oui, puisqu'après ça, je ne suis pas... Non, 65 à 65. peu près. Et il est mort quand, Martin Luther King? Je ne me rappelle plus la date exacte. Les années début. Ouais, Voilà, c'est à peu près ça. ouais, c'était tranché, Voilà. ouais. Et là, quelqu'un m'avait approché, que je connaissais, hein, qui jouait de la trompette, et m'avait présenté à un groupe de gens qui avaient un château à Caux, au-dessus de Montreux, en Suisse, et qui travaillait dans l'esprit d'un monsieur qui s'appelait Bookman. Daniel Boukman. Non, c'est pas celui-là. Et c'est un monsieur qui voulait réconcilier, après la guerre de 39-40, il voulait réconcilier les Français et les Anglais et les Allemands. Il parlait de réconciliation et il parlait de changer le monde. Ça s'appelait le réarmement moral. Un idéologue, quoi. Voilà. Donc, un monsieur antillais me présente ces gens-là. Il y avait une dame, une baronne du côté de Boulogne, de Boulogne qui avait un hôtel particulier, la baronne de Batteville. Et là, c'était là qu'elle recevait les gens du réarmement moral quand ils étaient à Paris. Enfin, il y avait des gens en Suisse, c'était du monde entier, des gens du monde entier. Et la chose extraordinaire et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis d'apprendre l'humilité, c'est que quand on se réunissait, alors je suis rentrée donc dans ce truc-là avec des jeunes, Cercle, ouais. ce cercle, des jeunes du monde entier, de différentes langues, et qui travaillent ensemble et qui font des tournées, qui font des pièces de théâtre. Oui. Donc il y avait une partie artistique et puis une partie idéologie, on discutait, c'est comme les salons. Quoi. Voilà. C'est des salons. Parce qu'on a toujours utilisé l'art pour conscientiser. Ouais. Donc, et quand il y avait des grandes conférences à Genève, on était à Caux, dans ce fameux château au-dessus de Montreux, et on faisait des pièces de théâtre, on rencontrait, il y avait des personnalités qui des fois étaient en conférence, venaient, comme la dame du président de la République d'Haïti. Duvalier, là. Madame Duvalier, par Michel, exemple, voilà. Qui un jour est venue et nous a expliqué que son mari était devenu fou, qu'il faisait des choses invraisemblables. Mais bref. Et il y avait des gens qui venaient, par exemple, comme Monsieur Philips, international, qui venait de Hollande avec sa voiture, avec son avion personnel, et qui rencontrait des ouvriers et qui parlaient. Il y avait échange entre patrons, ouvriers, et on avait des gens, des grands bourgeois qui servaient, c'est eux qui faisaient femmes de chambre, et à la cuisine, il y avait un service. J'ai rencontré par exemple le petit-fils du Mahatma Gandhi, qui est venu avec des Dalits, les intouchables, pour pouvoir tout ça, un esprit extraordinaire. Et ce monsieur faisait la vaisselle, il y avait on tournait l'humilité. Vraiment. Mais petit à petit, ton carnet d'adresses commence à grossir. Tu connais du monde. Là. Voilà, je connais du monde. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Je connais du monde, j'ai des adresses, mais je ne m'en sers pas. Je te dis, tu aurais pu t'en servir, Boudin. Absolument. Tu avais des passe-droits, des choses à rouler. Absolument. D'ailleurs, j'ai rencontré pas mal. Et donc, un jour, tous les matins, on se réunissait pour parler de ce qui s'était passé la veille, la pièce, notre sentiment, et le sentiment des gens qui étaient dans la salle et tout ça. Et on annonce la mort de Martin Luther King. Et moi, je dis, à partir d'aujourd'hui, ne comptez plus sur moi. Ah bon? Alors qu'on avait tourné en France, en Bretagne, en Grande-Bretagne, en Suisse. On l'a dit d'un coup, la caque. Tu as senti que c'est pas ton monde, ça. M'a dit, on ne changera jamais le monde. Si les gens ont tué comme ça, impunément, Martin Luther King, moi, je crois qu'il y a un travail à faire, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Tu as pris ton parti, quoi. Ah oui, je suis partie je suis devenue militante comme ça, de cette manière-là pour ma communauté. Et puis, ils étaient surpris, hein. Et voilà, Mais par exemple, une chanson comme J'aime les bourgeois, etc. Est-ce que c'est une réminiscence de cette époque-là, en quelque part? Oui. J'aime les bourgeois, c'est encore autre chose.
Non, mais tu peux raconter, tu es là pour ça. Voilà, j'aime les bourgeois, justement. Après avoir fait tout ce que j'ai fait, aller aux États-Unis, j'étais jeune, c'est vrai. J'arrive ici, je suis en blue jeans. C'était le début de la mode blue jeans. Donc, ma blue jeans, mais m'a pas fait plus attention que peuple n'a pas dit blue jeans. Ou ni blue jeans, moi. Pas ni blue jeans, moi, les moins. On fait ça, frère. Oui, coupe à faux, moins, blue jeans, moins. Et puis, une fille qui était en classe avec nous au lycée, avec son... Elle était dans la chorale Joie de chanter. Cataillé, ouais. Voilà. Alors, j'apprends qu'elle a dit de moi, Mademoiselle, c'est un pharmacique. Ah bon? C'est pas des commandes de l'école ou non? Oui, t'es l'école, bon. T'es même l'école. Ouais. Mademoiselle, c'est un pharmacique. Bon, comme à l'époque. Parce que j'ai oublié de te dire que l'un des disques, le deuxième disque que j'ai fait, c'est un chant à Martin Luther King, à un apôtre noir. Un apôtre au Requiem noir, à un apôtre noir. Donc j'ai fait ce disque-là. Et puis après, donc. Ou pas jamais relevé pharmacique là, ou du bof, qui était Moselle par le Italie, etc. Et puis, comme j'avais besoin de composer, j'étais ici. Et j'avais un spectacle au ciné-théâtre. Puisqu'entre-temps, je suis venu, je suis parti. Voilà. J'avais un spectacle. C'est dans ce spectacle-là, d'ailleurs, que, pour ce spectacle-là, que... comment il s'appelle? Un musicien martiniquais, non? Oui, le chanteur avec tambour et tout ça de Sainte-Marie, de Marigot, Eugène Mona. Eugène Mona, ouais. Eugène Mona est venu me demander de lui donner une chance parce que personne n'a pas de chance et que si on me en chance chanter un spectacle moyen. Il m'a dit combien vous voulez. Il m'a dit, je lui ai donné son cachet dans mon cachet. Et c'est ce jour-là. Vous ne connaissez pas Eugène Mona avant? Mais non. Ah bon, vous faites confiance, vous dites bon qu'on nous roule. Mais oui, parce que d'ailleurs, à cette époque-là, je faisais le tour cycliste de la Martinique. Et j'étais donc sur différents podiums. Toutes les arrivées, ouais. Oui. Et là, je suis un monsieur qui a venu et qui a regardé moi, même monsieur à chaque commune là. Qui a regardé moi. Monaï. Oui. Et mais il a suivi moi de chaque côté là, et puis devant là, et puis il a regardé. Et puis après, il est venu me trouver, il a pris mon adresse, il m'a trouvé, et il s'est présenté. Il dit, moi, c'est Eugène Mona. Je jouais flûte et puis il m'a mis en groupe spécial, tambouille, enfin il m'a expliqué la chose. Pourquoi pas? Donc, et c'est là qu'il a été découvert avec sa chanson Bois brûlé. Bois brûlé. Et la presse a parlé de lui avec Lucette. Pierre Lucette. Pierre Lucette, oui. C'est fondamental, critique voilà. Martinique, professeur de musique, toute qualité. Voilà. Alors, comme j'habitais à l'Impératrice, le Pierre Lucette, je le voyais tout le temps. Et moi, là, je cherchais une chanson pour moi composer, une nouvelle chanson pour moi composer. Et puis, je m'ai réalisé que il y a un sujet, mes enfants basiques. Et j'ai raconté, si tu écoutes l'histoire, c'est toute la philosophie de l'humanité. Parce que je dis, en pâtier, moun ka croy au grand. Peut-être en bas, plat de pied, les hommes qui ont répondre. M'en répondre. À l'attaque. M'en répondre. Ou sans informatique. Sans informatique. Donc, m'en ka répondre. Alors, de toute façon, comme nous sommes nés, nous venons pas même chimé, nous ne bâtis pas même chimé, nous sommes même mouna. Alors, je suis emmerdé, je suis même content. Je emmerde les bougeoirs même pas. Mais puis, emmerdé, moi, un plus gentil qui nous mis ici encore, Jupiter. Oui. Jupiter qui a emmerdé ça. Alors, justement, nous avons là. Donc, mais il y a une chanson qui était un petit peu plus joviale, qui cartonnait, d'ailleurs, c'est peut-être. Plus au doigt de Thomas, parce qu'on fait petit moins, qu'on va dire, il marchait fort, c'est Dix Larry. Oui. Tout le monde chantait ça, dans le monde. Tout. Mais Dix Larry, on bail banal, pourtant tout ça, on va dire, moi, je senti en fond. Mais Dix Larry, c'est peut-être plus léger, mais c'est lui qui cartonne même, voilà. Sérieusement là. C'est plus léger, mais c'est quand même profond.
Parce que des fois, moun ka parlé, je connais un jeune homme, par exemple, les mamans, il a vous pété derrière et tout ça, il a dit, maman, dis ça. Assez parlé. Mais sans parole, nous-mêmes. Assez parlé, en nous lité, assez parlé, quoi parler, qu'on rara la semaine sainte. Dis ça rien. Non, mais parce que tu vois, dans un dictionnaire, pas ni tellement couplet. C'est-à-dire, on prend plutôt les rythmiques là et puis refrain. Voilà. Et je n'ai pas télé enregistré ça non plus. Je n'ai jamais voulu enregistrer ça. Mais c'est tu blagues. En général, c'est tu blagues ou quoi passer boy. Oui. Et c'est un ami industriel que j'avais à l'époque qui venait me voir, qui venait souvent à la canne à sucre. Il a dit, mais tu as enregistré ça? Et puis surtout à l'époque, je ne faisais pas beaucoup de disques parce que je travaillais tous les jours. La scène pour moi, c'était ma maison, mon rafferménagement, quoi, les magasin chanter. Et il me dit, je la vie. Il me dit, écoute-moi, toi tu es artiste, moi je suis un homme d'affaires. Moi je te dis... Ah, c'est une bombe que tu as là. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et c'est vrai. Moi j'ai tout ça le monde chantait. Non, mais et puis des années-lumière après, si vous Guadeloupe là, qui répond à ça, différents limètres ou partout, donc c'était vraiment un gros succès. Alors nous avons laissé Bagaïta là, le créole. Là, nous ne parlons pas français, nous ne parlons pas créole, etc. Qu'est-ce que ça représente pour toi comme force? La langue parlée créole. Ouais. Parce que créole... On dit moi, pas de parler créole, l'autre petit. C'est ça. Alors, et ouais que je ne peux pas dire des mots français à présent si je ne peux pas mettre un mot créole. J'ai appris, et les gens ont eu du mal à croire ça, mais toi, tu as bien vu comment c'est très très fort chez nous, le fait d'interdire de parler le créole. J'ai appris à parler le créole à Paris. En chantant... L'autre parti Martinique, par exemple, il y a qui font ça de parler. Rien qui font ça de parler. Rien qui font ça. Et entre frères et sœurs, c'est à présent, on a dit des mots créoles. Mes premiers réflexes, c'est parler français. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la Guadeloupe, parce que c'est le contraire. Ah non. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Si je suis entré d'Algérie, je ne parlais pas créole. Et là, arrivé dans la musique, avec mes camarades, quand j'ai commencé à faire de la musique, puisque j'ai dû commencer dans les années 66, 65, j'ai dit non, c'est pas possible. Eh bien, j'avais un camarade qui voulait me décourager parce qu'il toujours nous dit, quand on est dans le milieu, des petits bourgeois, quoi. Ah, mais oui, le gars me disait, Joby, non, tu vois, quand tu parles français, c'est quand même agréable, mais dès que tu parles créole, quoi, vine vacabon. Je voulais tellement parler mon créole. Souvent, il y a ça, c'est laisser mon enfant fâché. Il y a commencé par le créole, même dans les familles où on parle le français. On parle le créole aujourd'hui, quoi, venir vacabon, parce qu'on prononcer parce que je cherchais les mots qu'il fallait, et les mots avaient de l'importance pour moi. Et jusqu'ici d'ailleurs, pour moi le mot est extrêmement important. Donc quand je chante, je mets l'accent sur les mots. Et donc dès qu'il m'entendait parler créole, il disait vacabon. Bon, puis mais j'ai dit non, j'ai résisté. Non, mais justement, quand il va dans la phase de ce qui est important, on est capable de créole, mais on ne peut pas jouer. Est-ce qu'on est capable de jouer aussi? Non. Pas de jouer. Mais dis-moi, c'est le cas fâché des bagailles comme ça. Donc... Non, je t'ai dit que je parlais. Non, c'est l'eau fâché. Par exemple, j'avais mon petit neveu qui avait 3 ans, il aimait beaucoup Malavoie. Ouais. Et puis un jour, il écoutait Malavoie, 3 ans, hein. Et puis nous t'avons parlé, nous étions à table. Et il a dit Pella avec autorité. 3 ans. Ah ouais. Oui. Mais tu peux pas entrer dans le trivial, genre. Non. Mais ma manière, non, je suis pas rentrée dans le trivial. Je n'aime pas ça du tout. Par exemple, il y a une chose que je vais dire qui va peut-être pas plaire. Pour moi, la femme c'est sacré. D'ailleurs, tu connais ma chanson, respecte tes femmes dont bon Dieu pour nous la vie. Si on mentir en seule femme respect, c'est l'humanité ou des respecter. Et quand j'entends les gens dire si maman, ou bala maman, ou machin maman, je dis que les gens ne réalisent pas qu'ils se maudissent eux-mêmes.
ou peut dire, il fait tel machin si j'ai joué ou le joué. Par exemple, ou pas aimer carnaval là, laissez-moi faire le vagabondage ou quoi. Je ne suis mais pas. C'est carnaval, voilà. Nous avons transgressé, nous oui, mais c'est pas. Je ne suis pas. C'est pas une raison, quoi. Ouais. C'est pas. Non, mais c'est pas. Je ne suis pas contre la trivialité, non, c'est pas ça. Si les gens veulent le business trivial, c'est pas ça. Mais jouer maman. Maman regardant chaque c'est maman qui me dérange. Je dis non, c'est pas un truc de bénédiction pour soi-même. Mais on a les fait, il a fait. Mais je dis que spirituellement, voilà, spirituellement, ce n'est pas un langage de bénédiction pour soi-même et pour ses enfants. Parce que c'est une maman qui t'a mis au monde. Et cette maman, elle a été aussi la mère de Dieu. Oui, Dieu est passé par une maman. Qui a enfanté. Non, mais c'est pas une fausse pudeur. Non. C'est plus une force morale, qu'on va dire. Morale, voilà. Spirituelle. Ça va encore plus loin. Voilà, c'est spirituel. C'est tout. Mais il a fait. Et puis de temps en temps, même moi-même. Tu vois? Pourquoi jouer comme vous? Mais justement, vous parlez d'un bagage qui est très, très, très important. Moi, dans le carnaval, c'est maman la qui est allée. Mais on parle de Noël là, il commence à carnaval aussi. C'est ça. Et la naissance du Dieu sauveur, Jobi, un monde qui emprunte de spiritualité, ou pas qu'à trouver si il tourne là, de l'air, qu'à tourner, ça va de manière bas quand même. Oui, en manière bas. Parce que carnaval qu'a vini, mais il y a un temps pour chaque chose. Donc, si c'est temps bon Dieu, si c'est temps bonté, si c'est temps amour, bon, même carnaval a ni amour. Mais enfin, je pense que mes affaires mélangées, là, finalement, on va chanter cantique propre encore, c'est voilà. Et c'est dommage, parce que quoi, le résultat, même ça cabaye. Une société, on va arriver là-dessus. La société. Ouais. Donc on va arriver dans la dernière partie de l'émission, la politique. Est-ce que vous faites politique? Qu'est-ce que ça représente pour toi, les hommes de pouvoir, les sens de responsabilité? Vous faites politique en certains moments? Ou tu es candidate même? Politique, pas politicienne. Je vais te dire pourquoi j'ai été candidate. Tout ça qui a passé là, nous vivons. Tout combat, c'est mon mené à présent, nous menons avant. Si nous arrivons d'abord là, c'est parce que d'autres gourmets avant. Donc, à un moment donné, nous devons considérer que nous pas exister en France là, pas ni les gens qui ont fait politique au Parti socialiste, au Parti communiste, c'est sur de l'eau était capoté, il était là comme faire valoir. Et encore le Parti communiste était correct, mais le Parti socialiste, ils n'ont jamais été corrects. Tu vois. Donc on s'est dit. Parce que j'étais déjà dans les associations, je savais que je pouvais rassembler. Tu militais déjà un petit peu? Je milite, j'ai commencé à militer, je te dis, depuis la mort de Martin Luther King, j'ai commencé à militer sérieusement. Tu t'es engagé carrément, oui. C'est pour ça d'ailleurs quand on m'a demandé pourquoi j'ai voulu chanter, pourquoi j'ai choisi la carrière de chanteuse, j'ai toujours répondu parce que je veux parler à mon peuple de solidarité, parce que je veux dire certaines vérités à mon peuple. Si, en tant qu'enseignante, si je le dis, moi, les retours sortis, ou qu'ils sont quoi venir porter. Mais si je suis sur scène avec un micro, ils peuvent venir acheter un micro en même moi. Je me dit ça, moi dit. Tu vois, voilà pourquoi j'ai choisi cette carrière en réalité. Alors, justement, tes expériences politiques, tu as dit, en fait, tu as été candidat une seule fois? Non, plusieurs fois. Ouais. Et la première fois, c'était parce qu'on voulait se compter. À l'époque, il y avait Légitimus d'ailleurs, on était ensemble, on travaillait ensemble, on avait notre radio, il fallait profiter de cette radio. Et j'animais une émission de conscientisation. D'abord, on a commencé par l'Union fait l'artiste. Ça me permettait de recevoir de grands artistes de chez nous qui vivaient en France, dont on ne parlait jamais dans les médias mainstream, comme Claude Germain et consorts. Donc, c'était ça que je faisais. Ensuite, toujours, donc, c'était militant. Ensuite, j'ai changé, j'ai fait une émission qui s'appelait Zombie Lévé, animée. Et là, tout le monde sait ce que c'est qu'un zombie. C'est celui qu'on croit mort et qui ne l'est pas. On le réanime et il est ce qu'on lui dit qu'il est, mais il ne sait pas qui il est.
un automate, quoi, qui a dit aller. Qu'on nous, formaté, décérébré, jusqu'à présent, bah, la gaz pour suivre nous toujours. Donc, voilà. Et là, je parlais des inventions noires qui ont servi à l'humanité. Les grandes inventions noires qui ont servi à l'humanité, dont les gens ne savent pas, comme le procédé de plasma sanguin, la conservation des aliments, les spots lumineux, les voitures de sport, la télécommunication à distance, le téléphone, le feu tricolore de circulation. Tout ça, il y a le monde qui va dire que c'est Nègre qui a inventé ça. Et maintenant, même personne n'y a le monde qui va dire que c'est... Voilà. Et même Internet. Donc c'était ça, c'était ce genre d'émission. Donc c'était très écouté parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait des civilisations avant nous. D'abord j'ai parlé des civilisations noires et c'était en 80, dans les années 80. Ouais. Et ensuite on est passé des civilisations noires, on est passé aux inventions noires qui ont servi à l'humanité. Donc c'était très très écouté. Des Africains, D'ailleurs, il y en a qui se sont inspirés peut-être pour leur bouquin, là, tu vois, Lilian Thuram, etc. Voilà. Il y a notre petit jeune qui a fait un travail là, des jeunes chanteurs là. Ouais. Voilà. Donc, ce sont des gens qui ont remis, si tu veux, sous les feux des projecteurs. Voilà. Alors, mais en général, ton regard sur les médias, parce que là, on peut pratiquer les médias, et pour on y a une opinion, les médias. Hein. Et bien sûr. Est-ce que les médias, c'est un bras armé du gouvernement? Est-ce que mais pourquoi dis-moi, est-ce que le média n'est plus média, si tu veux, ne fait plus sa fonction. Ah, très intéressant, oui. Ne fait plus sa fonction. Le média est au service du pouvoir, des lobbies. Ah, voilà. Mais non, mais les pouvoirs sont au service des lobbies. Oui. Parce que quand je vois comment les élus se comportent, il faut qu'ils aient des casseroles pour pouvoir se comporter comme ça. Voilà. Il faut qu'ils soient tenus en laisse pour pouvoir se taire à ce point. Parce que il est question de sa dignité, de leur dignité. Il est question de la dignité de leurs descendants. Il est question de leur descendance, de la sécurité de leur descendance. Mais on aurait dit que ces gens-là ne voient pas tout ça. Donc, aucune dignité. Moi, je ne vois pas de dignité. Même les informations. Quand on a une information importante, même si c'est la vérité, même si le journaliste, je dirais par exemple, peut palper, peut voir que c'est la vérité, il a peur d'exposer cette vérité. C'est fini. J'estime que maintenant, ça existe toujours, mais maintenant on le voit vraiment, mais ça fait un moment, à une certaine époque, en Martinique, est-ce que tu aurais eu la possibilité de parler comme tu parles là, sur, on ne va pas citer quels médias, mais sur des médias officiels, on va dire. Ouais. Non, puisque... Ou tu as fait quand même? Mais moi, tu as fait quand même. Moi, tu as fait quand même. Vous avez des problèmes pour ces médias? Michel, tu me connais... Tu connais mes capacités, même, je parle sur le plan musical. Oui. Tu sais que je suis allé dans beaucoup d'endroits, mais mon CP beaucoup plus loin que ça. Ça. Tu as eu des petits freins qu'on a tirés peut-être? Pas des petits freins, des gros freins. Des gros freins. Mais ça ne me dérange pas, parce que en fait, je suis satisfaite de pouvoir m'exprimer. Je suis satisfaite d'avoir laissé quelque chose. Parce qu'elle est moins morte. Et puis, il y a un bien 3 gros cailles. Mais il y en a un gros loto. Et puis, il y en a un gros compte en banque. Côté Magalé, bizarre. Ouais. On va arriver à la phase de conclusion dès que tu entends cette petite musique parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Donc on va parler de la dernière tranche, les années Covid, les 2 dernières années. Comment tu as vécu ça, l'isolement? Est-ce que ça t'a permis une certaine introspection? Absolument. Et puis quel est ton message pour la société actuelle? L'isolement m'a permis de réfléchir énormément, de me transformer même. Je ressens quand même une transformation chez moi. Je suis désolée pour tous les inconvénients, mais moi, je l'ai positivé. Je me suis résolue ne pas voyager. C'est mon premier voyage depuis 2019 ici. Moi qui étais venu 2 fois par an, 3 fois par an ici. Depuis 2019, je me mettais pied ici. C'est avant-hier arrivé et je suis venu pour la marche
le convoi de la réparation. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc on a commencé, je suis descendu de l'avion avant-hier. L'esprit du convoi me convient, mais le thème est encore mieux parce que cette année, c'est la réparation, c'est un médicament, et c'est vrai, c'est très important, c'est une thérapie. Il faut réparer si nous voulons retrouver notre dignité et sortir de la zombification et de la créolité dans laquelle nous avons vécu jusqu'ici. Donc c'est très important. Et aussi un hommage à nos frères, nos frères soignants. Oui, aux soignants, oui. Qui sont en grande difficulté. Donc c'était important pour moi que je sois là, que je donne une petite participation que j'apporte ma considération pour ce courage extraordinaire qu'a eu nos frères et sœurs. Et ce que je veux dire aussi, c'est que la Martinique entière doit se mettre derrière ce genre de combat, parce que j'ai l'impression, justement, heureusement qu'il y a des médias comme Zouk TV, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des choses intolérables et inadmissibles qui se passent, et c'est devenu banal pour la population. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous sommes, je ne veux pas être négative parce que je ne me bats pas, je me dis toujours que si je me bats, c'est pour un résultat. Donc je crois que nous aurons un résultat. Mais il ne faut pas laisser les choses se banaliser comme ça. Sinon, c'est terminé pour nous. Peut-être un dernier message à l'adresse de la jeunesse, des jeunes qui nous écoutent. Bon, Zobi Valente, un petit message à l'adresse des jeunes, de la jeunesse martiniquaise. Alors je dis à la jeunesse que je crois beaucoup ont pris conscience. D'autres sont peut-être dans la violence parce qu'ils n'ont pas compris peut-être ce que le travail de certains anciens, parce qu'il y en a qui mettent on a aussi, voilà. Donc, mais qu'il y a de l'espoir et qu'il faut qu'ils se perfectionnent, il faut qu'ils aiment leur pays, qu'ils s'attachent à leur pays, parce qu'on fait tout pour nous faire partir. Et lorsque nous sommes partis, on a du mal à revenir. Ouais. Donc, moi, mon chance, je vais venir, raciné là. Mais cette jeunesse doit savoir qu'elle a un pays, qu'elle a une nation, qu'on a beau dire. Il faut qu'elle se batte pour rester dans son pays, s'accrocher et pour imposer du respect vis-à-vis de lui-même. Donc, qu'il se respecte d'abord. Et puis, tu veux que j'ajoute un petit truc? Non, vous voyez? Non, là, ça va. Non, mais c'est toi... parce que nous sommes... oui, tu peux le dire, mais moi, je passe le message. C'est parce que nous avons monté une association, parce que nous savons que sans cette union-là, nous sommes perdus. Et nous avons une entrée dans les médias africains maintenant, comme Afrique Média. Donc, nous avons monté une association avec l'Afrique, les Afro-descendants et la Mélanésie. Donc il y a les Kanaks, il y a les Réunionnais, il y a les Caraïbéens et il y a l'Afrique. Et il y a Bandakani, et ces gens-là qui sont... Et nous travaillons ensemble parce que nous voulons qu'il y ait ce lienage. C'est ce lienage qui pourra aussi nous faire pas rester comme ça, trop dans l'introspection là, mais il faut qu'il y ait les deux, mais pas des hauts non plus, ou des hauts, mais tout le monde a un lienage pour nous voir que côté nous peut arrêter vagabondage qui a fait là les deux noirs depuis combien d'années, depuis siècles. Eh oui, attends, alors là c'est peut-être pas une indiscrétion, il y a camarade qui maintenant là, il ne pas oublier certains bagailles. Ou tenir un petit bonjour, vous voyez bien c'était message là. Oui. Et pas non mais non, il ne faut pas oublier non mais non. Parle du Sénégal moi quoi comme ça. Oui. Ma senti mon pichandi. Oui. Non, c'est pas ça. Il y avait on parle beaucoup de Léopold Sédar Senghor ici. Exactement. Comme étant un grand héros. Léopold Sédar Senghor, c'était
C'était un monsieur qui parlait très très bien français. Oui. C'était un grand Mais quand tu entends la petite musique, c'est que ben là, monsieur. Voilà. Oui. C'était un grand Français. Ouais. Mais il a pris la place par un coup d'État provoqué par ses maîtres d'un autre grand monsieur. Et son nom m'a passé, pourtant j'ai écrit son nom, et je le connais très bien aussi, Mamadou Dia. Mamadou Dia. Qui a été un homme extraordinaire, qui avait un grand projet pour l'Afrique. Et on ne parle pas souvent de ce monsieur-là. Et il voudrait qu'on fasse des recherches, qu'on lise ses livres et qu'on connaisse mieux cette histoire du Sénégal. Que les jeunes s'intéressent à Mamadou Dia, parce que c'est très intéressant, c'est très important. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on a passé un moment extraordinaire, une émission qui va déborder effectivement, mais je suis sûr que vous apprécierez parce que là, vous avez une battante. Quelqu'un qui a son franc-parler, quelqu'un qui aime son pays, qui aime sa culture. Nous avons eu le plaisir de recevoir dans Que sont-ils ou elle devenus, Madame Joby Valente. À très bientôt sur Zouk TV, bien sûr.